Salam alaikum. Continuons notre apprentissage de l'ASP.NET MVC. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment créer des formulaires HTML à l'aide du moteur de template, de ce qu'on appelle le moteur de vue Razor. D'accord? Pardon. Moteur de vue Razor. Donc, nous allons voir comment utiliser le C# pour générer un formulaire au lieu d'utiliser directement l'HTML. Nous allons voir l'intérêt par la suite de cette façon de travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer le formulaire. J'ai l'action insérer. J'ai l'action insérer qui permet, dans laquelle je dois pouvoir ajouter un stagiaire à la table stagiaire qui se trouve dans la base de données. Dans la vue de cette action, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour créer un formulaire, nous utilisons le helper HTML et nous invoquons la méthode BeginForm. Donc, BeginForm, c'est une méthode, lorsqu'elle est appelée, elle permet d'ouvrir la balise form. Elle permet d'ouvrir cette balise. Pourquoi j'utilise le using? Donc rappelez-vous, using, on l'utilise lorsque nous avons un objet d'une classe qui implémente l'interface IDisposable. D'accord? C'est pour libérer la mémoire. Donc pour ouvrir le formulaire, donc nous appelons ce qu'on appelle la méthode BeginForm. Voilà. À la fin, pour fermer la balise form, vous savez bien que dans l'HTML, chaque balise ouverte doit être fermée. Nous invoquons la méthode endForm. Donc BeginForm, endForm. Voici BeginForm et voici le endForm. Le endForm. EndForm, il permet de fermer le formulaire. À BeginForm, je peux laisser je peux ne passer aucun paramètre. En fait, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs formes de cette méthode, la surcharge, l'overloading. Mais celle que je préfère, la plus simple, c'est une chaîne de caractères pour l'action. Lorsque le formulaire sera submité, vers quelle ressource du serveur se aller. Donc l'action, le nom de l'action et le nom du contrôleur. Je veux aller à l'action insérée dans le contrôleur stagiaire. Je cible la même page, la page dans laquelle se trouve mon formulaire. Donc, mon action, il aura deux tâches. Il aura la tâche d'affichage du formulaire. Et lorsque l'utilisateur va saisir le formulaire, il va le submiter. Mon action aura la deuxième tâche, à savoir capturer les informations, en fait, récupérer les informations depuis la requête HTTP et les insérer dans ce qu'on appelle la base de données. Le troisième paramètre, l'argument à passer, c'est le type de la méthode HTTP. Donc là, on peut envoyer un formulaire à l'aide de get ou post. Donc là, je préfère envoyer en post pour pouvoir faire la différence. Quand c'est pour afficher et quand c'est pour enregistrer les données en base de données. Par la suite, nous allons devoir créer des éléments où l'utilisateur va pouvoir taper les informations d'un stagiaire. Donc nous avons un numéro d'inscription, un nom, un prénom, une naissance, un groupe et le sexe, à savoir masculin ou féminin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer div, donc c'est juste pour un bloc. Donc pour les labels, pour créer un label, on appelle la méthode label du helper HTML. À cette méthode, nous avons passé deux arguments. Le texte qui sera affiché par le label et for. Vous savez bien qu'un label généralement a un attribut for. Lorsqu'on clique sur le label, regardez, si je suis ici, lorsque je clique sur le label, le focus est mis dans le contrôle, ce qu'on appelle dans l'élément HTML correspondant. Par exemple, si je clique ici, voici. Si je clique ici, voici. Donc là, normalement, le for, il doit contenir l'ID de l'élément qui correspond au label. Donc là,
Après avoir créé un label, donc new, c'est le texte du label, le texte qui va s'afficher, ou c'est un objet anonyme dans lequel on peut mettre ce qu'on appelle des attributs HTML. Par exemple, je sais pas, la classe CSS. Je sais pas. Donc, par exemple, le style. D'accord? Le style. Vous mettez ce qu'on appelle les attributs HTML et leur donner des valeurs selon votre besoin. Pour le moment, je ne veux spécifier que l'attribut for. Pour créer une zone de texte, à savoir input type text, nous appelons la méthode textbox et nous lui passons comme un argument une chaîne de caractères qui représente le name, à savoir l'attribut HTML name, l'attribut HTML dit input type text. Donc ça, il représente le name. Regardez, donc là, j'ai une zone de texte. Si je vous montre le code source de la page, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'au moment? J'ai ouvert le formulaire, la méthode c'est post, le contrôleur stagiaire et l'action insérer. J'ai le label, regardez le label, et là l'attribut for qui contient quoi? L'id ou bien le name, parce que dès que le chaîne de caractères passé comme argument de textbox, il est utilisé pour l'id et pour le name. D'accord? Nous avons for, d'accord, name. Par la suite, textbox automatiquement il fournit un input de type type text. Et puisque je n'ai pas spécifié de valeur, et là pris comme valeur par défaut une chaîne vide. D'accord? Je peux ajouter un attribut, regardez, valeur, je peux ajouter, je sais pas. Regardez, je peux utiliser une valeur par défaut, comme une chaîne de caractères. Regardez, annuler, je ne veux pas, c'est bon. C'est Kamel. Si je vous montre le code source, c'est value Kamel. Donc, mais moi je ne veux pas associer des valeurs par défaut. Masculin ou féminin, sexe. Donc c'est soit il est masculin, soit il est féminin. Donc il ne doit choisir qu'une seule option. Donc c'est ce qu'on appelle le radio bouton, input type radio. Donc je ne vais pas vous rappeler l'HTML parce que c'est pas l'objectif. Donc j'ai créé un label auquel j'ai ajouté un attribut HTML, le wall for, qui est l'id de le radio bouton de masculin. Regardez, lorsque je clique ici, il sélectionne et il pointe vers le masculin. En fait, j'ai pas masculin, féminin. Je répète. Donc, regardez, c'est masculin. Je peux choisir féminin, masculin. Donc, un label, c'est simple. Maintenant, comment créer des radio-boutons? Un radio-bouton, on invoque la méthode radio-bouton du helper HTML. Donc, nous avons déjà parlé de helper HTML. Nous invoquons la méthode radio-bouton et nous passons ici 3 arguments. Le premier argument, il correspond à l'attribut name. Donc, les deux, vous savez, pour qu'un groupe de radio-boutons appartienne au même groupe, ils doivent tous avoir le même name pour pouvoir sélectionner qu'un seul à la fois. Si par exemple, ils ont des names différents, regardez, on peut choisir les deux. Ça, c'est de l'HTML. Donc, lorsque nous avons plusieurs radio-boutons qui doivent appartenir au même groupe, ils doivent avoir le même name. Par la suite, j'ai précisé la valeur. Ça, c'est masculin et ça, c'est féminin. Je vous montre. Voici le name. Ils ont le même name. Ça, c'est masculin et ça, c'est féminin. Bien sûr, le type automatiquement, c'est radio. D'accord? Un radio-bouton, c'est input type radio. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'ID. D'accord? False, c'est pourquoi? C'est pour dire qu'il est décoché. False, c'est l'attribut checked. C'est checked. Regardez, is checked. Est-ce qu'il est coché ou décoché? Je veux que par défaut, les deux radio-boutons soient décochés. Si je veux par exemple un soit coché, je vais mettre true. Regardez, maintenant si j'actualise, par défaut, il soit
ça sera quoi? Ça sera coché le masculin. Rappelez-vous, 1, 2 pourra être décoché, bien sûr. Coché, c'est le dernier coché qui va garder, qui sera coché. Le dernier 2 qui est coché, qu'on verra coché, d'accord? Donc là, pour moi, je veux que les deux soient décochés au début. C'est pour cela que j'ai mis false, false. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un objet anonyme, pour lequel j'ajoute l'attribut HTML ID. Je veux que les deux radio-boutons auront des ID différents. C'est normal. Les ID ne seront jamais les mêmes. Hein. Les éléments HTML auront toujours des ID différents. Un ID, c'est toujours, quel que soit le domaine où on travaille, il est toujours différent. Un ID, ça dit toujours unique. Donc là, c'est pour créer ce qu'on appelle des radio-boutons. Donc je vais créer un label et une zone de texte. Input type text, c'est input type, c'est le nom. C'est normal comme numéro d'inscription. De même pour le prénom. La date de naissance, pour le moment, la date de naissance, je l'ai créé comme une zone de texte. Mais maintenant, input type text. Input type, la voilà, texte. Pourquoi? Je pourrais en fait surcharger ça pour que ça devienne une date. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la méthode textbox et ajouter ce qu'on appelle, j'ai pas de valeur, nul, et ajouter l'objet des attributs HTML. L'objet des attributs HTML, c'est un objet anonyme. Et lui dire que le type en fait c'est pas texte. Le type en fait c'est quoi? C'est date. Rappelez-vous, je lui dis ça c'est un objet, ça c'est le name et l'id de la zone de texte. Le name et l'id de la zone de texte. Nul pour dire que pour le moment je n'ai pas de valeur. Et ça, c'est un objet anonyme dans lequel on spécifie les attributs HTML. La classe, l'id, le type, le style, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux faire moi? Ce type qui est par défaut texte, je veux le modifier en date. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, date de naissance. À la date de naissance, dans la date de naissance, je peux afficher ce qu'on appelle un calendrier. Sauf que cette balise, elle va s'afficher différemment selon le navigateur. Regardez, ça c'est pour Google Chrome. Imaginons que nous allons utiliser Internet Explorer. Regardez, Internet Explorer n'a pas pris en considération le type date. Regardez, il l'affiche comme une zone de texte. Donc, je pense que c'est pas une bonne solution de faire ça. La solution, à mon avis, consiste à utiliser JavaScript. Donc, pour JavaScript, vous allez aller dans, vous allez aller dans le net, chercher ce qu'on appelle jQuery, UI. Il y a ça, c'est un ensemble de plugins qui permettent d'ajouter ce qu'on appelle des contrôles soi-disant lourds. Ils ressemblent à ce que nous pouvons avoir dans le desktop. Vous allez trouver ce qu'on appelle date picker. Vous allez ajouter un peu de JavaScript et vous verrez que vous pourrez créer votre calendrier avec une seule ligne. Donc vous référencez jQuery et puis jQuery est dans votre page web et par la suite vous allez dire en fait vous allez récupérer l'input ça via son ID et vous appelez .date, je pense .datepicker, c'est ça, la méthode la fonction .datepicker et vous verrez qu'un calendrier sera créé une fois vous cliquez sur la zone de texte. C'est plus joli et c'est plus simple et ça va être affiché de la même manière dans tous les navigateurs. Donc pour moi, je vais ignorer ça pour le moment. Ça fait pas partie des objectifs de la vidéo. Ici, oui c'est ça, donc je l'ai déjà enlevé. C'est bon, la date de naissance. Par la suite, qu'est-ce que nous voulons afficher? Une liste déroulante. Vous savez bien qu'un stagiaire appartient à un groupe, d'accord? Et dans la base de données,
il y a une clé étrangère vers le groupe. Nous n'allons pas demander à l'utilisateur de saisir un ID, à savoir un entier. Non, nous allons lui proposer de choisir un groupe. Et pour lui proposer de choisir un groupe, nous allons utiliser ce qu'on appelle une liste déroulante. Pour utiliser une liste déroulante, ce qui se traduit dans l'HTML en balise select, vous savez bien la balise select, donc vous allez appeler ce qu'on appelle la méthode drop-down list. Donc drop-down list permet de créer ce qu'on appelle la balise select. La voilà. Select. À cette drop-down list, qu'est-ce que j'ai passé comme argument? J'ai passé comme premier argument une chaîne de caractères qui représente quoi? Le name. D'accord? Par la suite, ignorons ça. Le troisième paramètre, une chaîne de caractères. C'est ce qui est affiché en premier. C'est la première option affichée dans le select et à laquelle généralement aucune valeur n'est associée. Regardez. La première option qui incite l'utilisateur à choisir un groupe et il y a une valeur vide. Il n'y a aucune valeur associée à cet élément. Nul. Si vous voulez ajouter ce qu'on appelle des attributs HTML, la classe, je ne sais pas, l'ID, je ne sais pas, le style. Donc là, si vous voulez ajouter des attributs HTML. Il reste la liste des options. Pour le moment, j'ai passé un objet de type objet nommé option. J'ai créé cet objet ici dans la page, à savoir la vue. J'ai créé pour la liste des options. Pour ajouter des options à la liste déroulante, à savoir la drop-down list, qu'est-ce que vous devrez ajouter? Vous devez ajouter une collection d'objets de type select list item. Rappelez-vous, pour les options d'une select c'est une collection. Donc en fait, voilà, c'est une collection d'objets. C'est une collection générique d'objets de type select list item. Ça veut dire chaque option est de ce type. Chaque option est de type select list item. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une liste d'options vide. Pour le moment, je n'ai pas d'option. Si vous voulez, je peux créer une option pour vous montrer. Une seule option, ou la item, item égale new. Et là, un seul constructeur. Je vais appeler les setup. Et généralement, pour une option, qu'est-ce qui est important? Le texte qui sera affiché, salut, et une valeur, value, je ne sais pas, 1. Regardez, j'ai créé une option. Ça, c'est une option. Select list item, item égale new select list item. Lui, on l'attribue un texte et une value. Par la suite, cette option doit être ajoutée à la collection des options. Add quoi? Item. Regardez maintenant si j'actualise la page. Regardez, salut. Et à ce salut, où est ça? À ce salut est associée la valeur 1. C'est bon? Donc ça, c'est comment ajouter des options à select. Bien sûr, j'ai dit dans la vidéo précédente qu'il faut éviter d'écrire beaucoup de C#, beaucoup de logique dans ce fichier, parce que ce fichier, il doit se focaliser sur une seule tâche, à savoir la gestion d'affichage, ce qu'on appelle la présentation de la page. C'est la vue, c'est le modèle MVC. J'ai fait ça pour le moment, c'est juste parce que si on ne spécifie pas une option, je ne sais pas, je vais mettre nul par exemple. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est une exception. Il t'oblige à créer une option. Il dit qu'il n'y a aucun élément de type IEnumerable, ça veut dire collection, un tableau, d'accord, un objet parcourable, un objet qu'on peut parcourir, d'accord. Donc là, il n'y a pas de liste d'options. C'est pour cela j'ai créé cet objet. C'est juste pour éviter l'exception et garder mon affichage. Et dans tous les cas, pour la liste des groupes, nous n'allons pas créer ici. Pourquoi? Parce que la liste des groupes, il se trouve dans la base de données. Rappelez-vous qu'il y a une table des groupes.
C'est bon? Et nous devons alimenter cette liste déroulante depuis la base de données. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, et pour faire ça, nous allons faire ça où? Dans ce qu'on appelle le contrôleur, à savoir plus précisément dans l'action insérer. C'est bon. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste comment créer une case à cocher. Bon, j'ai pas un champ qui correspond à une case à cocher. Donc là, j'ai créé une case à cocher. C'est juste pour vous donner l'idée sur comment créer une case à cocher. HTML.checkbox. On spécifie l'ID name et on spécifie l'état. Est-ce qu'il est coché ou non coché? Je veux que ma case à cocher soit décochée. D'accord? Et j'ai associé et j'écris un peu de texte à côté de ma case à cocher. Regardez, la voilà la case à cocher. Au démarrage, elle est décochée. Ça, c'est du texte. Donc, checkbox, il crée un objet de HTML de type input type checkbox. Regardez, il est où? Le voilà. Input check name check confirmation type checkbox. Et j'ai ajouté ce qu'on appelle un span. C'est bon? Un span. Et à la fin, pour créer ce qu'on appelle reset et ce qu'on appelle submit, nous créons des balises input type reset, c'est de l'HTML, input type submit, envoyer, effacer. Et au démarrage, ce submit elle est désactivé. Pourquoi? J'ai ajouté un peu de JavaScript. Pourquoi? Je veux que si c'est décoché, le submit est inactif. Si c'est coché, le submit est actif. Inactif, actif, inactif, actif. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? J'ai récupéré grâce à la méthode getElementsById les objets HTML en utilisant leur ID. Par la suite, j'ai associé à la case à cocher l'événement change. Et nous avons un changement d'état de la case à cocher, l'état du submit change. Lorsque la case à cocher est décochée, le submit est désactivé. Et lorsque la case à cocher est cochée, le submit est actif. C'est bon? C'est comme ça, nous aurons, d'accord? Ils ont, comme s'ils ont des états inverses. Non, au contraire, ils ont le même état. Lorsque c'est coché, c'est actif. Lorsque c'est décoché, c'est inactif. C'est bon? Donc, reset, qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Et submit, qu'est-ce qu'il fait? Et il renvoie vers le serveur. Une chose, pour mon formulaire, j'ai choisi la méthode post. Regardez, pourquoi j'ai fait ça? Regardez. Donc, je reviens à la page liste. Donc, lorsqu'on est dans la page liste, on peut aller dans la page insérer pour créer un nouveau formulaire. Donc, regardez, network. Je vais dans la page insérer. Voici insérer. Lorsqu'on clique sur le lien nouveau stagiaire, nous allons vers cette action, à savoir insérer un stagiaire en mode get. Pourquoi? Parce que nous voulons lire ce qu'il y a dans la ressource un stagiaire inséré. Nous voulons voir en fait le formulaire. Maintenant, nous avons saisi toutes les informations et nous submettons le formulaire. Qu'est-ce qui se passe? La même action, à savoir stagiaire inséré, elle est consultée en mode post. Pourquoi? Parce que dans ce deuxième cas, nous voulons envoyer les données saisies par l'utilisateur dans le formulaire vers le serveur, à savoir l'action qui se trouve dans le contrôleur. Et dans cette action, ces informations seront envoyées vers la base de données. Donc, cette action, je veux dire l'action insérée, normalement, elle doit fonctionner en deux modes. En mode get, c'est pour afficher le formulaire. Et en mode post, c'est lorsque l'utilisateur saisit les informations du formulaire et elle veut envoyer ces informations au serveur, à savoir à la base de données SQL Server. Dans ce cas, l'action est consultée en mode post. Je ne sais pas si c'est clair.
C'est pour cela nous avons deux possibilités. Suivez-moi, deux possibilités. If request HTTP method equals, c'est une chaîne de caractères, hein? Je ne sais pas si c'est majuscule ou minuscule, d'accord? To flower, je vais la transformer en minuscule, post response.write. Ça c'est post. Else, ça veut dire quoi? Ce n'est pas du post automatiquement, c'est du, ou bien get, je sais pas, get, et maintenant c'est post. Je vais arrêter le serveur, je vais redémarrer mon site web maintenant à nouveau dans le navigateur. Donc regardez, c'est en get, maintenant c'est en post. Ça c'est un moyen qui te permet de savoir quand la requête est envoyée par le client en mode get et quand c'est en mode post. Ça te permet de savoir plus précisément est-ce que l'utilisateur veut seulement voir le formulaire ou est-ce que l'utilisateur veut envoyer des données au serveur. Et bien sûr, dans ce cas, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On ne traite que le post. Généralement, c'est ce qu'on fait. Parfait. Post. Ici, on va insérer les données. Insert into quoi? Dans ce cas, into stagiaire. Mais nous allons le faire prochainement, dans les prochaines vidéos de manière plus nette, plus propre en fait. C'est bon? Donc c'est ce qu'on fait. Ça c'est la première façon. Il y a une deuxième façon. Donc ça c'est la première façon. C'est utiliser request HTTP method pour savoir quelle requête, quelle méthode HTTP pour notre requête. La façon que je préfère, c'est pas ça. La façon que je préfère, c'est quoi? C'est de préfixer mon action par l'attribut HTTP GET. Ça, c'est un attribut C# qui permet de dire que cette action sera consultée en mode GET. Ça permet HTTP GET. C'est un attribut C# qui permet de donner, ajouter une information à l'action. Qu'est-ce que cette information veut dire? Cette action sera consultée en mode GET. Maintenant, la même action sera dupliquée, mais cette fois-ci pour proposer l'implémentation qui correspond à la consultation en poste. C'est lorsque l'utilisateur submit le formulaire, cette action sera ciblée. Sauf que, comme c'est normal, on ne peut pas avoir dans une classe deux méthodes qui ont le même type de retour, le même nom et les mêmes paramètres. On ne peut pas avoir la même méthode deux fois. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien sûr faire appel à l'overloading, ce qu'on appelle le surcharge. Il faut changer les paramètres. Donc là, qu'est-ce que nous voulons insérer? Nous voulons insérer ce qu'on appelle un stagiaire. Nous voulons insérer lorsque l'utilisateur clique sur le bouton envoyer, en fait, qu'est-ce qu'il désire? Il désire
enregistrer les informations de ce stagiaire dans la base de données. Maintenant, regardez, ça c'est pour get, et ça c'est pour post. Je vais vérifier si ça va marcher. Post, d'accord. Je vais afficher c'est bon, ça c'est get et ça c'est post. C'est bon, Ikhwan. Donc ça c'est get et ça c'est post. Donc ça c'est la façon que je préfère pour gérer mes requêtes, mes actions qui ont ce qu'on appelle deux tâches. Une tâche pour l'affichage du formulaire et une tâche pour gérer la validation du formulaire. J'espère que ça a été clair. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment tracer un formulaire en utilisant ce qu'on appelle le moteur de TemplateRaiser, le moteur de vue. Et maintenant, comment utiliser le helper HTML pour créer un formulaire. Rappelez-vous, il y a begin form pour commencer le formulaire, end form pour fermer la balise form, il y a point label pour les labels, textbox pour les input type quelque chose, radio bouton pour les input type radio, checkbox pour les input type checkbox et drop down list pour les balises de type C, select par exemple. Et bien sûr, nous avons vu comment ajouter des options à la select en créant une collection d'objets de type select list item que nous allons alimenter Inch'Allah dans la prochaine vidéo. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. À la prochaine.